Imaginez un ou une humaine il y a 10 000 ans. Il ou elle se lève au lever du soleil, part chercher de la nourriture, évite un prédateur, grimpe dans un arbre pour une poignée de fruits ou arrache quelques tubercules. Chaque action est vitale, chaque effort est une petite victoire. Et à chaque fois, son cerveau lui envoie une dose d'une molécule qui renforce le comportement, une vague de satisfaction, de plaisir et de motivation. Cette molécule, c'est la dopamine, cette petite étincelle chimique qui nous pousse à agir, explorer, recommencer. Et elle a énormément de liens avec nos choix, nos comportements alimentaires. Et c'est exactement ce dont je vais vous parler dans cet épisode. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charles Brumeau, je suis diététicien spécialisé dans le comportement alimentaire. Mon but, c'est de vous aider à manger sans pression et avec un peu plus de douceur dans l'assiette et dans la tête. Si vous écoutez Dans la poire pour la première fois, merci d'être là à l'autre bout de ce podcast. Je sais que le temps aujourd'hui, c'est précieux, alors merci de me le consacrer. Et si vous êtes là depuis 5 ans, depuis les tout débuts du podcast, merci infiniment de faire partie de cette aventure. Peut-être que vous faites partie de celles et ceux qui ont déjà mis un commentaire sur Apple Podcast. Vous êtes plus de 1060 à l'avoir fait, donc merci aussi pour ça. Avant de commencer, parce qu'on va pas se mentir, parfois on va pas jusqu'au bout, tout à fait au bout d'un épisode, je vous préviens d'emblée, dans la prochaine édition de ma newsletter Charlie's Kitchen, je vous enverrai des solutions concrètes pour retrouver une alimentation qui soutient votre dopamine, une checklist simple, des idées de menus sympas et qui font du bien, des exercices en lien avec le plaisir et d'autres bonus bien utiles pour avancer sans s'épuiser. Alors aujourd'hui, je vous propose une plongée dans ce que j'appelle le paradoxe du bien-être moderne. Je rends hommage à une de mes patientes du sud de la France qui se reconnaîtra peut-être et qui m'avait demandé un jour en consultation « Mais pourquoi est-ce que ça nous semble aussi dur de prendre soin de nous ? Pourquoi bien manger, faire gaffe à son sommeil ou alors se motiver pour aller au yoga ou au sport, ça nous paraît un effort de dingue ?» C'est vrai que ça aussi, c'est une problématique que je rencontre d'une manière ou d'une autre. Chaque semaine en consultation, j'étais d'ailleurs aujourd'hui même avec une patiente qui s'était faite coincer par le scroll infini d'Instagram pendant plusieurs heures d'affilée dans son canapé et qui s'était mise à manger en mode automatique jusqu'à minuit, jusqu'à se rendre compte que waouh, c'était un petit peu too much. Elle n'avait pas vu le temps passer ni son rassasiement. D'ailleurs, si vous souhaitez qu'on prenne le temps, je consulte en visio en France, mais aussi à l'international, puisque j'ai des patientes jusqu'en Australie, jusqu'à Washington même. Donc, je m'adapte. Je vous ai mis le lien en description de cet épisode. Alors, pourquoi est-il devenu si difficile de faire ce que l'on sait bon pour soi ? Bien manger, dormir suffisamment, bouger régulièrement. On peut avoir l'impression que tout nous demande un effort colossal. Et si cette sensation n'était pas une question de paresse, de volonté, de discipline, comme on l'entend dire souvent, mais un indice d'un cerveau parfaitement normal, mais un peu dépassé par les circonstances. Peut-être que vous ressentez une fatigue persistante, une difficulté à vous concentrer ou des envies irrépressibles de grignoter, que vous mangez sans sensation de faim ni plaisir. Peut-être. Aujourd'hui, les plus chanceux d'entre nous vivons dans un monde où tout est accessible sans effort, alimentation, divertissement, confort. Pourtant, paradoxalement, on peut avoir l'impression d'être épuisé, démotivé, comme si tout nous demandait une énergie supplémentaire. Pourquoi on a cette impression, cette sensation ? Je lance une hypothèse, même s'il y a probablement 90 000 autres facteurs comme les inégalités sociales, le fait d'avoir un job ou non, le stress, le manque de sommeil, la génétique. On est bien d'accord, donc une hypothèse, ça pourrait être la dopamine. En tout cas, notre rapport à ce qui produit et nous vole notre dopamine. Alors déjà, la dopamine. Qu'est-ce que c'est la dopamine ? La dopamine, c'est une molécule essentielle qui est produite par certains neurones du cerveau qu'on appelle neurotransmetteurs. Concrètement, un neurotransmetteur, c'est une substance chimique qui sert de messager entre les cellules nerveuses, nos fameux neurones. Et ce neurotransmetteur, il permet la transmission de l'information d'un neurone à l'autre au niveau des synapses, ces minuscules espaces de communication entre deux cellules nerveuses. Je termine la minute scientifique, vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps, en vous indiquant que la dopamine est synthétisée à partir d'un acide aminé qui s'appelle la tyrosine et elle est fabriquée dans des neurones spécifiques appelés
les neurones dopaminergiques. Une fois qu'elle est produite, cette dopamine, elle est stockée dans des vésicules et libérée dans la synapse lorsqu'un signal nerveux arrive. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se fixer sur des récepteurs du neurone voisin pour transmettre ce message, cette information, avant d'être en grande partie récupérée par le neurone émetteur pour être recyclée. La dopamine, on l'appelle souvent un peu à tort, j'ai envie de vous dire, l'hormone du plaisir, parce qu'en réalité, c'est pas forcément le plaisir lui-même. Elle correspond plutôt à l'anticipation du plaisir, la motivation, le contrôle des mouvements, l'apprentissage, la prise de décision. Elle est donc indispensable à la régulation de nombreux comportements, dont ceux qui sont liés à l'alimentation, à la motivation et au bien-être en général. Il faut imaginer une sorte de GPS interne. La dopamine, elle ne vous donne pas la joie, mais elle vous pousse à aller la chercher. Imaginez que vous marchez vers une part de gâteau, la dopamine, elle agit bien avant la satisfaction gustative. Quand vous imaginez cette part de gâteau fondre en bouche, en gros, elle vous murmure « vas-y ». C'est là que tu vas te sentir bien avec cette part de gâteau. À retenir, la dopamine, c'est un neurotransmetteur impliqué dans la motivation, le désir, la réjouissance de faire un truc cool. Ok, donc si je comprends bien, à la base, c'est plutôt sympa cette histoire de dopamine. Mais hélas, dans un monde saturé, j'ai envie de dire sursaturé même de surstimulation, ce système, donc ce système dopaminergique, est constamment sollicité par des micro-récompenses. Je vous donne quelques exemples qui dépassent de loin le cadre de l'alimentation. Je pense direct, par exemple, aux réseaux sociaux, puisque c'est le premier exemple qui vient en tête. Les formats courts, voire ultra courts, TikTok, Instagram Reels ou YouTube Short, ils exploitent en permanence notre besoin de nouveautés. Chaque vidéo visionnée, chaque swipe, chaque scroll déclenche une petite dose de dopamine. Même chose pour tout ce qui est like, notification d'un nouveau commentaire. À chaque notification sur notre téléphone, chaque like sur un post, notre cerveau reçoit un mini shoot de dopamine, ce qui rend les réseaux sociaux si addictifs, entre guillemets. Je mets bien le guillemet à addictif. Il y a aussi les bonbons, les boissons sucrées, les snacks ultra transformés qui apportent une gratification immédiate. Dès la première bouchée, le cerveau libère de la dopamine, ce qui donne envie de recommencer. Il y a aussi les jeux sur mobile avec les récompenses fréquentes, avec des points, des niveaux, bonus qui entretiennent l'envie de jouer. Ça, c'est ce qu'on appelle la gamification. L'effet Amazon aussi, les achats en un clic. Commander un objet depuis son canapé, depuis son vélo même, et le recevoir le lendemain, c'est vrai que ça procure une sensation immédiate de contrôle, de maîtrise, de gratification. Et la dopamine, elle est plutôt libérée au moment où vous cliquez pour acheter l'objet. C'est l'anticipation du plaisir qui active le cerveau. Il y a aussi le binge-watching, donc en fait le fait de regarder des épisodes en série sur nos tablettes et les ordinateurs. Là, en fait, chaque épisode, il est écrit, conçu pour finir sur un cliffhanger, quelque chose qui vous maintient en haleine. Et cette tension narrative, elle crée un besoin de résolution immédiate. Ce qui nous pousse souvent à dire, dis donc, continue là, allez, juste en plus, on veut savoir vraiment ce qui s'est passé juste après cette fameuse tension. Et là, le système dopaminergique anticipe la satisfaction de connaître la suite, ce qui vous empêche d'arrêter. En fait, quand je regarde tous les exemples que je prends, là, j'ai envie de dire, tiens, je décris un peu la vie de l'homo modernus de base, entre guillemets, la vie du quotidien, quoi, sauf peut-être celles et ceux qui n'ont pas Netflix, qui attendent que leurs livres viennent en librairie, qui savent différer leur plaisir alimentaire, leur besoin de gratification immédiate. Peut-être que vous vous demandez, bon, et alors? Notre mode de vie, il est comme ça, on a tout à dispo, et alors, pourquoi tu nous parles de ça, Charlie? Mais je vais vous le dire. Je vais vous le dire parce que ça a des conséquences, ces petites micro-récompenses, quand c'est trop répété. Ce que je vois déjà, c'est l'épuisement du système de motivation. Notre cerveau surexposé aux stimuli rapides, au bout d'un moment, il devient moins sensible à la dopamine. On parle de tolérance, c'est-à-dire qu'il faut des récompenses de plus en plus fortes ou de plus en plus fréquentes pour obtenir le même niveau de satisfaction. Et résultat, lire, cuisiner, faire du sport, apprendre, tout paraît beaucoup plus lent, beaucoup plus inutile, beaucoup plus fade. Ensuite, ça découle un peu de ce qu'on vient de dire, c'est la perte de concentration et d'attention. La conséquence, c'est l'incapacité à rester focalisé sur une tâche. On a une espèce de fragmentation mentale qui se produit. Le cerveau s'habitue à zapper, à chercher sans cesse du nouveau. Et ça fragilise notre capacité à maintenir l'attention sur une tâche monotone, mais utile.
comme travailler, comme écouter quelqu'un, comme cuisiner. Et ça, c'est un terrain très fertile pour l'anxiété et la procrastination. Troisième point qui va peut-être vous intéresser un peu plus, c'est l'hyperréactivité alimentaire. En gros, des envies irrépressibles, du snacking compulsif, la perte des signaux de faim. Le système dopaminergique pousse à manger sans faim réelle, j'ai envie de dire, avec des signaux digestifs, soit du grignotage de ce qu'on a sous la main, soit des aliments ultra transformés. Et ça peut perturber les signaux naturels de régulation, faim, satiété, rassasiement, et ça peut aussi contribuer à une prise de poids si les signaux sont perturbés sur le moyen, sur le long terme, ou à une relation anxieuse avec la nourriture. À retenir, notre environnement a très vite évolué et nous soumet à des micro-récompenses modernes, entre guillemets, qui sollicitent sans cesse notre système dopaminergique, souvent sans qu'on en ait conscience, et cela a des conséquences sur notre santé mentale, physique, et sur nos choix, notre comportement alimentaire. Et ces effets, ils sont à la fois biologiques, émotionnels, c'est beau, émotionnels et sociaux. Alors, quelles conséquences dans nos assiettes? Notre alimentation moderne, elle est conçue pour déborder notre cerveau. Je fais bien sûr référence à l'excès d'aliments ultra transformés. Si vous mangez trop d'aliments ultra transformés, ils libéreront une forte dose de dopamine grâce à leur richesse en gras, en sel, en sucre et solliciteront le circuit de la récompense. C'est pas une mauvaise chose en soi, hein, bien sûr, de faire appel au circuit de la récompense. Il est très, 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 très utile dans plein de contextes. Sinon, on serait motivé par rien du tout et récompensé par rien du tout et on se bougerait pas et on ferait pas les choses. Donc, c'est super bien ce circuit de la récompense. Ce que je pointe, c'est plutôt quand notre mode de vie le surstimule. Et quand c'est le cas, notre cerveau, il cherche plus la qualité, il cherche plus la satiété, il cherche la gratification rapide. Et les aliments, même un peu simples comme une soupe maison, une poêlée de légumes, eh ben, ça devient beaucoup, beaucoup moins attractif pour ce système dopaminergique. Et ça, c'est normal, c'est pas un défaut personnel, c'est pas un manque de volonté, c'est une réponse biologique prévisible dans un environnement qui est devenu surchargé ou inadapté. Albert Moukébert, qui est docteur en neurosciences, il nous explique que notre cerveau n'a pas évolué aussi vite que notre environnement. Vous vous rappelez le tout début de l'épisode, chaque effort était immédiatement récompensé. Trouver de la nourriture, c'était survivre et on était bien content de survivre. Aujourd'hui, l'effort est souvent décorrélé de la réponse immédiate. Je vous donne 3 exemples. Faire du sport ne donne pas de résultat instantané. On a certes des endorphines en post-effort si le sport dure un petit peu, mais ça, ce sont des hormones qui procurent plutôt une sensation de bien-être. C'est pas forcément comparable à la dopamine. Ensuite, manger sainement ne procure pas toujours le même plaisir qu'un aliment ultra transformé et pour cause, ils ne sont pas by design, c'est-à-dire conçus pour cela. Leur philosophie, c'est pas celle-là. Je vous renvoie d'ailleurs à mon épisode spécial sur les produits ultra transformés et leur côté irrésistible. Là aussi, je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Et dernier exemple, le sommeil qui peut être perturbé par les écrans, le stress, la lumière artificielle. Résultat, comme l'effort est souvent décorrélé de la récompense immédiate, eh ben, c'est logique que tout nous semble pesant, un peu boring, et que ça ne nous motive plus à faire des choses, y compris quand elles sont bonnes pour nous. À retenir, ce n'est pas un manque de volonté de notre part. Nous ne sommes pas nés avec un baobab qui nous pousse dans la main droite. Notre cerveau n'a pas évolué aussi vite que notre environnement, que notre mode de vie, j'ai envie de vous dire. Notre baisse de motivation serait donc plutôt liée à une réponse biologique dans un environnement surstimulant. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Après cette petite tasse d'anxiété, prenons une grande inspiration. Et sourions à la vie parce qu'il y a des solutions. Je vous rappelle déjà qu'avoir conscience du problème ou de la problématique plutôt, c'est déjà un sacré pas en avant et rien que le fait d'observer ça, qu'il peut y avoir un lien, eh bien ça nous fait cheminer. Alors, je commence par mon cœur de métier, l'alimentation. Notre alimentation, elle influence notre production de dopamine. Pour synthétiser de la dopamine, je vous l'ai rappelé en milieu d'épisode, il nous faut déjà des aliments riches en tyrosine. Un acide aminé que l'on trouve dans les viandes, les poissons, donc sardines, maquereaux, anchois, les œufs, les produits laitiers si on les tolère bien, mais aussi les légumineuses, le tofu, les produits à base de soja et aussi les oléagineux, noix, noisettes, amandes. Il y a plein d'autres subtilités pour arriver à synthétiser de la dopamine de manière efficace. Je vous fais un point complet sur l'alimentation pro-dopamine dans ma newsletter avec une journée de menu dopamine friendly et plus si affinité. J'espère avoir le temps de tout faire. Bref, abonnez-vous dans le lien que vous verrez en description de cet épisode pour être sûr de la recevoir à temps.
Allez, je continue un peu sur l'alimentation. J'ai une patiente qui m'a dit: «Vous êtes très généreux Charles, vous donnez plein d'infos, c'est génial et tout». Donc je continue dans la générosité. Donc pour ce qui concerne l'alimentation, l'idée c'est quand même de vous entraîner à différer le plaisir. Je vous rappelle, la dopamine, elle intervient dans le système de récompense du cerveau. Elle est libérée en anticipation ou lors de la consommation d'aliments agréables ou suragréables, ce qui crée une sensation de plaisir et motive le comportement alimentaire. Ici, l'acte de manger, l'acte de se diriger vers un aliment. Plus on cherche une gratification immédiate, comme manger rapidement dès que l'envie survient, plus on renforce ce circuit de récompense. En apprenant à différer le plaisir, par exemple en prenant le temps de savourer, d'attendre quelques dizaines de secondes, voire une minute avant de manger un aliment agréable au palais, comme un aliment transformé, ou de manger un peu plus lentement, vous permettez à votre cerveau de moduler la réponse dopaminergique. Et ça aide à réduire l'impulsivité alimentaire et à rééquilibrer le rapport entre plaisir immédiat et satisfaction durable. Vous pouvez par exemple, si vous comptez vous servir d'un plat et que vous êtes un dimanche à un déjeuner de famille, vous pouvez attendre un petit peu pour faire un point sur votre niveau d'envie de continuer, votre niveau de faim également. Et je vous rappelle que pour différer le plaisir et d'attendre quelques dizaines de secondes ou une minute avant de manger un aliment, eh bien, il faut avoir une faim basse. Sinon, si vous avez très très faim, ça ne sert à rien, ça va majorer l'impulsivité. Ensuite, hors alimentation, vous pouvez aussi réduire les pics dopaminergiques de notre environnement, de notre mode de vie, en tout cas ceux qui ne sont pas utiles, j'ai envie de dire même parfois inutiles. Pourquoi ? Parce que trop de stimulation, désensibilisation, perte de motivation et besoin de toujours plus pour ressentir quelque chose. Par exemple, désactiver les notifications non essentielles. Moi, cette semaine, j'ai désactivé les notifications de WhatsApp et quand je me réveille le matin, eh bien, j'ai pas toutes ces petits bips et toutes ces petites notifications qui m'indiquent comme quoi j'ai un message. Ce n'est qu'en allumant l'ordinateur que ça repop et que je me suis dit: «Ah mais attends, mais j'ai 8 nouveaux messages. Ah ouais, OK». Mais c'est moi qui vais vers les messages et c'est pas les messages qui me disent: «Ah, il faut absolument que tu viennes vers moi, c'est super important là». C'est vraiment différent. Je viens de découvrir ça cette semaine, malgré que mes amis me disent depuis environ 1 an, 18 mois: «Mais vraiment, fais, c'est un game changer». Tu vas dans paramètres et tu modifies les notifications. Bref, je l'ai fait cette semaine et puis ça m'a aussi aidé à cheminer pour cet épisode. Ensuite, ne pas écouter de podcast ou de musique en permanence, notamment quand vous faites une activité tranquille. Quand vous êtes assis, assise, allongé ou juste en train de marcher. Ce que je vise, c'est plutôt le côté permanent, avoir quelque chose de permanent dans les oreilles. Je me parle aussi à moi-même parce que c'est vraiment un... Je suis beaucoup de podcasts, je m'intéresse beaucoup à l'actualité et j'ai remarqué que j'avais peu de moments où j'avais rien entre les oreilles. Enfin rien, il y avait quand même mon petit cerveau. Merci mon petit cerveau. Mais voilà, il y avait ce côté surstimulation quoi, qui était trop présent. Ensuite, réserver des moments sans divertissement, hein, par exemple quand on est dans les transports, quand on prend des vraies pauses, quand on va aux toilettes, vraiment, voilà, je sais plus la stat exacte, je la retrouverai pour la newsletter, mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui checkent leur téléphone quand ils vont aux toilettes ou quand ils attendent le bus ou quand ils sont dans la queue d'un établissement parce qu'il faut absolument optimiser son temps. Et puis, suroptimiser même son temps, j'ai envie de vous dire. Planifier une journée low stimulation par semaine, pas d'écran ou pas de multitâche. Et si c'est compliqué pour vous, si vraiment vous avez les écrans qui sont tout le temps dans votre vie, vous pouvez commencer par une fois par mois. Une fois par mois, c'est très bien aussi. Ensuite, pratiquer l'ennui ou la contemplation. C'est en lien avec un livre que je suis en train de lire là, qui s'appelle Éloge de la paresse de deux Québécoises, je crois. Ben, en fait, le cerveau dopaminé, il fuit l'ennui. Or, s'exposer volontairement à l'ennui calme peut réentraîner le cerveau à se satisfaire d'autre chose, à se satisfaire de moins, à se satisfaire de ce qui monte en vous. Et ça, je fais aussi le lien avec tout ce qui est alimentation émotionnelle. C'est un très bon entraînement pour ça. Ça peut être regarder le ciel, regarder un arbre dont les branches s'agitent avec le vent, regarder les passants, sans téléphone, sans capturer l'instant autrement que parce que voient vos yeux, vos pupilles. Ne rien faire pendant 3 minutes, puis quand vous êtes entraîné, 5 minutes. Rien faire, je mets un petit disclaimer parce que ça peut quand même faire remonter ce qu'on a en soi, des émotions, des pensées, des sensations. Hein, c'est des petits cris qui remontent
du silence. Donc, sentez-vous libre de sortir de cette expérience si c'est trop inconfortable pour vous. Puis bien sûr, il y a les classiques jardiner, peindre ou gribouiller sans objectif, en tout cas sans intention que ça soit réussi. C'est plutôt ça le but. Euh, Ensuite, créer, même plutôt recréer de la récompense différée. Je vous en ai déjà parlé pour l'alimentation il y a 2 minutes, mais là, c'est l'aspect hors alimentation. C'est super intéressant et complémentaire. En fait, l'apprentissage du retard de gratification va relancer la dopamine naturelle. Je mets des guillemets à naturel. Par exemple, se faire un vrai rituel de récompense après une tâche qui demande de l'effort ou une tâche qu'on redoute mais qu'on doit quand même faire, une tâche qui est personnelle ou liée à l'environnement professionnel. Vous pouvez mettre de la musique, un bain ou plutôt une douche chaude avec un petit soin approprié, un petit gommage ou pourquoi pas un épisode de série. Visualiser le plaisir, la sensation de plaisir après l'effort. Tiens, comment je vais me sentir quand j'aurai accompli cette fameuse tâche de comptabilité ou de déclaration d'impôt. Et enfin, éviter les multitâches. Je mets éviter à l'infinitif, pas avec un EZ. On n'est pas sur injonctif. Éviter les multitâches, genre récompense en avance, le snack quand vous travaillez, le téléphone dès le réveil, ou pour se donner du courage. Genre, tiens, je mange un truc là parce que vu ce que j'ai à faire cet après-midi ou ce soir, et vu que je rebosse le soir sur tel dossier bien relou, ça va pas être facile, donc j'ai besoin d'un petit remontant en avance. Voilà, il y avait encore plein de choses à dire, notamment sur notre gestion des écrans, des réseaux sociaux. C'est une partie qui m'intéresse aussi à titre personnel en tant que créateur de contenu. Ça m'arrive quand même de me sentir coincé, de jouer, de scroller pour ne pas vivre, traverser telle ou telle expérience de vie, comme le fait de bosser, d'avoir des moments de vide, d'ennui. Mais si je suis un petit peu honnête avec moi-même, c'est surtout que j'ai l'impression d'être un peu pris dans un cycle pas tout à fait vertueux sur cette histoire de dopamine. Et vu le retour que j'ai de mes patients, je me dis que je ne pouvais pas être le seul dans ce cas. Et donc, j'ai creusé la question pour retrouver peu à peu de la marge de manœuvre. Voilà, c'est peut-être sur ce mot-là, cette expression que j'aimerais vous laisser. C'est sur se retrouver peu à peu de la marge de manœuvre. Retrouver peu à peu de la marge de manœuvre. C'est-à-dire vous inspirer du 1% better every day ou plutôt du 1% different parce que better, sinon ça sonne trop comme la meilleure version de vous-même et ça aujourd'hui cette expression, en tout cas la philosophie de cette expression, c'est non, mais c'est plutôt de vous amener à prendre conscience de ce qui est devenu notre mode de vie. Vraiment, notre mode de vie, c'est notre façon de vivre, notre sommeil, nos activités en plein air ou pas, nos conditions de travail, nos loisirs, nos relations humaines. Et est-ce que vous y retrouvez? Est-ce que vous, déjà, vous vous y reconnaissez peu ou prou dans le tableau que je dresse? Qu'est-ce qui vous fait penser que oui, peut-être vous pourriez être concerné d'une manière ou d'une autre par ce que je décris? Et est-ce que l'une des actions que je vous ai listées, ça vous semble réalisable, réaliste avec votre niveau d'énergie, vos projets, là où vous en êtes dans la vie maintenant? Voilà, je suis déjà un peu plus en phase avec ce que je propose. Le 1% Everyday, c'est vraiment de se mettre en route, en mouvement, mais de manière tranquille, calme et progressive, 1% par jour, entre guillemets. J'espère que cet épisode vous a parlé. C'est quelque chose dont on parle un tout petit peu trop peu à mon goût. Et donc là, avec cet épisode, j'ai l'impression d'avoir fait ma part de colibri. Si vous voulez aller plus loin, vous avez plein d'options. Soit vous prenez rendez-vous avec moi en consultation, soit vous pouvez lire mon livre, Le service après-vente de l'alimentation aux éditions First, qui parle aussi des problématiques motivationnelles, soit bien sûr vous abonner à la newsletter Charlie's Kitchen pour télécharger tous les bonus, comme des checklists faciles à appliquer et des menus simples à faire de la vraie vie de tous les jours. Parce que nous ne sommes pas des célébrités, même si on a beaucoup de personnalités, et nous n'avons pas 10 personnes pour nous faciliter la vie en permanence. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager, laisser 5 étoiles ou en parler à un ou une proche qui en aurait besoin. Ça peut faire vraiment une différence pour quelqu'un.
Déjà, ça me fait toujours plaisir de vous être utile, mais aussi à votre entourage et ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir dans la poire. Je sais que vous allez refermer votre téléphone et retourner à une vie normale et donc ne pas le faire, mais vraiment, je vous le redis, ça fait vraiment une différence pour moi et je regarde et réponds à tous les commentaires. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot avec le screenshot de votre commentaire. Je remercie personnellement celles et ceux qui font cette démarche et je leur envoie une recette de mon choix. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire.